Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 janvier 2021. Voici plusieurs jours que je vous promets de vous parler de Roue libre de Cécile Guilbert. Mais il me faut d'abord apporter une correction sur une vidéo que j'ai commise il y a déjà plus de 8 ans sur un des ouvrages de Cécile Guilbert. Et le titre de l'ouvrage, je pense que c'était sur son roman Réanimation. Et le titre de la vidéo, ça s'appelait Crâné, si ma mémoire est bonne. Mais j'avais des problèmes avec le clavier de mon ordinateur. Résultat, le mot crâné est dépourvu d'accent et dépourvu de l'accent circonflexe. Alors, c'est assez étonnant de faire une vidéo avec un titre, avec une faute d'orthographe, mais qui n'était pas en fait une faute d'orthographe, mais qui était une faute de... pas de frappe non plus, car mon clavier n'était plus capable d'offrir l'accent circonflexe. Dans cette même vidéo, si ma mémoire est bonne, j'affirmais, ou en fait je laissais sous-entendre qu'elle qu'elle pouvait avoir, Madame Guilbert, une, une idylle ou une relation amoureuse avec quelqu'un de très important dans le monde des lettres. Je me demande même si je ne le nommais pas. J'espère que non. Mais je ne suis pas allé me réécouter. Mais, pour la petite histoire, quelques jours ou quelques semaines après avoir fait cette vidéo, eh bien, il y a quelqu'un qui m'a rendu visite à ma librairie pour me dire que je faisais fausse route, alors qu'il n'y avait pas de liaison. Elle a envoyé deux écotiers se rencontrant et apportant, apportant leur point de vue sur. Mais alors, voilà. Mais ce que j'ai réalisé aujourd'hui, préparant cette petite vidéo, c'est que j'ai tout lu Cécile Guilbert. C'est assez étonnant, elle a publié une dizaine, 13 ou 14 livres. Il y en a un que j'ai pas lu, j'ai lu la préface. Bon, je ne l'ai pas lu, je vais vous le montrer, mais je vais vous montrer ceux que j'ai réussi à rapailler dans cette bibliothèque. En fait, c'est plusieurs bibliothèques. Je possède plusieurs bibliothèques. Et, euh, et en fait, c'est une folie de livres, vous le savez. Et folie qui m'est nécessaire. Autrement, le peu d'équilibre que j'ai, je le dois à cet amoncellement monstrueux de livres, qui peut être un signe, au fond, que je ne suis pas si équilibré, mais en fait, ça me permet de rester allègre dans ce monde. Alors, oui, c'est celui-ci, Les écrits stupéfiants, tenez, que je vous montre à l'écran, euh, qui est une anthologie de textes sur la drogue. Et, euh, et c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, la drogue. Mais aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup intéressé, pour toutes sortes de raisons, comme l'explique Cécile Guilbert dans sa préface, pour elle aussi, ça l'a évidemment beaucoup intéressé sur un plan personnel. Les deux, l'étude et l'étude, la lecture et la pratique et l'usage de drogues récréatives et contemplatives a été au cœur de son existence. C'est ce qu'elle affirme en préface, en tout cas. Et on va pas gloser là-dessus. Moi, pour ma part, j'ai fini par développer non pas un intérêt pour le sujet, mais exactement le contraire. Un intérêt pour la sobriété. Toutes les manières possibles de rester sobre dans ce monde. Hein? Alors, sobre à tous les points de vue. Là. Sobre au niveau des émotions, sobre au niveau de la consommation de biens, sauf les livres. En fait, la sobriété comme mode de vie et la sobriété comme capacité à, à saisir le tissu du monde, à saisir la poésie du monde.
Cette poésie qui nous est escamotée par un massacre, par un massacre de la langue. Alors, j'en suis venu même à penser que plus on maîtrise la langue, à savoir notre langue maternelle, et plus on reconquiert de la liberté, de l'autonomie, de la puissance d'existence, de l'allégresse, de la joie, du bonheur, que même la langue contribue à nos joutes amoureuses, que la maîtrise de la langue contribue à une expansion de notre conscience. Et donc, voilà. Mais peut-être que je vais vous en parler, puis peut-être que je vais vous en parler, ouais. Je vais vous montrer les autres livres, donc ceux que j'ai réussi à retrouver. L'écrivain le plus libre, celui consacré à Laurence Sterne, que qui a écrit Tristram Shandy, que je n'ai toujours pas lu. Est-ce que je vais le lire? Je pense que oui, je vais le lire. Attendez, je vous le montre à l'écran. Les Républicains, qui est un roman qu'elle a publié il y a 2 ou 3 ans, en fait. Ouais, en 2017, et que j'ai lu, que nous avons lu, Fabienne et moi, en fait, dans le train Nîmes-Nice. Alors, et les dernières pages sont assez saisissantes. En fait, c'est un homme, une femme qui se retrouvent après s'être connus dans leur jeunesse, du temps de leurs études. Les deux ont chacun leur vie, là. Et l'auteur, hein, je n'ai pas dit autrice, terme que refuse avec une belle énergie Cécile Guilbert. Eh bien, et puis finalement, la nuit, il se passe rien, au fond, mais tout pourrait se produire. On a tous connu ça, ces moments de flottement, d'hésitation, de séduction à tâtons, il aurait pu se passer quelque chose, mais cette idée-là même, qu'il aurait pu se passer quelque chose, peut s'avérer satisfaisante. Et ça se termine, elle rentre chez elle et c'est les attentats du Bataclan. Alors, ça se termine comme ça. C'est un livre fort, mais c'est pas de celui-là dont je vais vous parler. Mais je pense que je vais vous en parler dans les prochains jours. Peut-être je vais faire quelques vidéos, parce qu'au fond, c'est quand même incroyable. J'ai lu tous ses livres. J'ai lu toute son œuvre. Je n'arrive pas à me souvenir qu'est-ce qui m'a mis sur la piste. Probablement, ouais, je pense que c'est son livre sur Guy Debord. J'ai eu une phase Guy Debord. Aujourd'hui, très curieusement, ça m'a quitté. On dirait que ça ne m'intéresse plus. Parce que déjà, la société du spectacle, bon, tout ça, je dirais pas que c'est devenu tellement un lieu commun, mais là, en fait, ça m'intéresse pratiquement plus. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Mais donc, ceci. Et le fameux Roue libre. Bon. Roue libre, alors ce sont des chroniques qu'elle a publiées dans l'hebdomadaire La Croix, hebdomadaire catholique, de 2017 à 2020, si je ne m'abuse. Ou peut-être 2017-2019, pardon. Et dans ce recueil de textes, elle y a joint des inédits. Alors, beaucoup de choses m'ont intéressé, mais c'est la dernière partie. Mais ce n'est pas de la dernière partie dont je vais vous entretenir ce soir, qui m'a mis sur la piste de ceci, Roberto Calasso, L'innommable actuel, et qui est un livre très important. J'ai effleuré le sujet il y a peut-être dans une ou l'autre des vidéos il y a 2 semaines. Et la construction, moi, ce qui m'avait épaté, c'est
c'est un livre c'est un livre très très important. Alors, elle m'avait mis là-dessus. Alors, le fameux roue libre, il se découpe en plusieurs. Attendez. Les chroniques se découpent en plusieurs chapitres qui. Attendez, je vais aller trouver la table des matières. Alors oui, donc. Alors dans le premier chapitre, on y trouve de la langue, de la novlangue et des livres. Subversion du faux, du vrai et du faux et confusion des faits et des fictions. Nouveau conformisme, nouvelles certitudes et nouvelles censures, la culture contre l'art, l'art du désir, passion française, jardin secret et aperçu métaphysique. Donc, c'est aperçu métaphysique. Elle parle, entre autres, d'un ouvrage très important, écrit à 6 mains, Tout est accompli, avec François Méronis et Yannick Enel, et un troisième dont le nom m'échappe. Et ça va être l'objet ça va être l'objet d'une vidéo avant le 8 février. Peut-être que c'est celle-là que je vais garder, parce que je nous ai promis d'être... C'est une manière, vous avez compris, je me suis expliqué là-dessus hier, c'est une manière pour moi de garder mon esprit en l'état, je dirais. Parce que le confinement, c'est lourd pour nous tous. Et je continue à travailler. Vous êtes nombreux à venir chercher des livres, mais c'est pas ça l'art de la librairie. L'art perdu de bouquiner, c'est précisément ne pas savoir ce que l'on veut et c'est de laisser le désir s'emparer de nos recherches. Alors, c'est de pas... j'avais souvent cette réplique-là quand il y a eu des best-sellers que je réussissais à vendre là, à profusion. Et parfois, les gens rentraient dans ma boutique en me disant « Je n'ai pas le temps de regarder, mais je cherche ce livre-là. » Et je n'aimerais pas ni le titre, ni l'auteur, mais toujours il y avait une petite voix qui me disait que, bien évidemment, je suis quand même un bon commerçant. Hein? Vous n'avez pas le temps de bouquiner, mais vous avez le temps de lire des mauvais livres. Parce qu'il existe des mauvais livres. Il existe des livres il ne faut pas lire pour passer le temps. Vaut mieux faire la révolution à ce moment-là. Vaut mieux devenir un insurgé. N'importe quoi. N'importe quoi plutôt que de passer le temps. Parce que c'est le temps qui nous passe. C'est pas... on peut se croire maître de ça et puis lire parce qu'on s'ennuie. Ben, écoutez, c'est pas non plus une bonne raison. On lit pas pour se désennuyer. Puis je dirais même, on lit pas non plus pour s'instruire. On lit pas ça. On lit pour exister. Pour exister autrement. Alors, je vais vous lire. J'ai retenu... Tenez, je vais vous lire un court texte. Littérature et confinement. Je pourrais vous lire aussi celui que j'ai retenu. Cet autre que j'ai retenu. Une nouvelle servitude volontaire. Mais on va y aller avec littérature et confinement. Le 16 mars 2020, le président Macron s'est adressé à nous pour nous dire « Lisez, retrouvez aussi le sens de l'essentiel. » Moyennant quoi les librairies qui auraient pu être considérées comme des commerces de produits de première nécessité ont fermé. Du coup, chacun s'est rabattu sur sa bibliothèque personnelle ou virtuelle, et là, miracle, messagerie et réseaux aidant au débagoulage général, nous avons découvert un fin peuple fou de littérature et pléthore de bibliomaniaques enragés, rivalisant de références épidémiques. Passé celle de la peste de Camus, qui connut des records de citations, et du hussard sur le toit de Giono, au moment des attentats de Paris, c'était
Paris est une fête d'Hemingway. Au moment des attentats, oui. Ont été vantés concernant la peste, les sommets classiques représentés par Thucydide, Boccace, Machiavel, John Donne, La Fontaine, mais aussi les fiancés de Manzoni, Mort à Venise de Thomas Mann, pour ne rien dire de romans plus récents comme L'amour au temps du choléra de Garcia Marquez, La quarantaine, Le Clésio ou L'aveuglement de José Saramago. Bravo, chapeau, comme nous ne savions pas, comme nous ne savions pas environner de tant de lettrés pointus, et que ne l'avaient-ils prouvé dans le passé par leurs achats de livres. Pendant ce temps-là, les écrivains roulaient des mécaniques en assurant que la réclusion était leur ordinaire et même leur destin. Des médias demandèrent alors leur ressenti à des autrices qui, échappées à temps de Paris pour regagner leur maison de campagne, s'émerveillèrent du cul des vaches et des petites fleurs à grand renfort de clichés, déchaînant le ressentiment des porte-paroles des damnés de la terre et de tous les urbanisés du 9-3. Plus sérieusement, alors qu'il est fort difficile de penser un événement de cette ampleur sans recul et de surcroît en prise avec une telle somme d'informations contradictoires, chacune, se mit ici et là à donner son avis sur le nouveau fléau, multipliant impressions de confinement et tribunes libres. Combien seront-ils demain à écrire sur la crise que nous traversons, se demanda alors à point nommé le supplément littéraire de la Croix. Hélas, vu la place démesurée accordée par l'industrie éditoriale à l'autofiction comme aux fictions du réel, consistant à donner chair pseudo-littéraire aux phénomènes sociaux qui font l'actualité, il y a de fortes chances pour que nous ne sortions pas de sitôt la tête du seau. Car même s'il est permis que la nouvelle conjoncture pousse à la baisse de l'offre, il n'y a guère d'espoir que les éditeurs endiguent cette marée d'égotisme roboratif et de supplément d'âme à ce qui fait la matière du journalisme, puisque c'est celle qu'il aurait majoritairement proposée. Mais il est une autre tendance profonde, gangrénant la littérature française contemporaine, dont les productions précitées dérivent et qu'a bien diagnostiqué l'universitaire Alexandre Geffen dans son étude « Réparer le monde ». Elle consiste sur le fond et depuis presque 2 décennies à vouloir soigner, guérir, dispenser empathie et bienveillance envers les fragiles, les oubliés et toutes les victimes du passé. Soit exactement l'idée de Camus dans son discours de Suède, 1957, selon laquelle le rôle de l'écrivain est, par définition, disait-il, de se mettre au service de ceux qui subissent l'histoire. Une petite musique entendue au moment des attentats de 2015, notamment sous la plume de Mathieu Riboulet et Patrick Boucheron, saturée de « on » et de « nous » communautaires, alors que la grande tradition littéraire universelle qui aura toujours veillé à flinguer toute comédie sociale, sexuelle et familiale, n'eut jamais cure du care à partir duquel la nouvelle littérature entend coucouner ses lecteurs. Autre que l'écrivain n'a aucun rôle à tenir par essence ou vocation, sinon d'écrire de bons livres. Celui qui en est capable n'est pas encouragé par la situation actuelle. Car d'après une enquête de l'Institut JFK pour Livre Hebdo sorti en mai 2020, les 20 livres les plus vendus durant le confinement appartiennent tous à la catégorie de la commercial fiction, que l'écrivain Philippe Villain, dans son dernier essai critique, La Passion d'Orphée,
voudrait voir figurer de manière explicite sur les jaquettes pour la distinguer de la literacy fiction comme cela se fait aux États-Unis, où l'on voit que le goût affiché pour la majorité des lecteurs durant l'épidémie, n'était que frime, et que les feel-good books formatés post-pandémie ont l'avenir devant eux, surtout s'il est désastreux. Ben, ouais. Je vais y aller d'un petit commentaire personnel sur ce que j'observe, moi. C'est vrai que le politiquement correct fait des ravages, le politiquement correct, la cancel culture, fait des ravages à la fois dans le monde de l'édition et le monde dans le monde universitaire. Mais ça, c'est les phénomènes apparents. Ce que j'observe aussi, c'est que les lecteurs de Sade, les lecteurs de Bataille, les lecteurs de Laclos, les lectrices de Laclos, de Diderot, de Dostoïevski, eh bien, n'ont jamais été en grand nombre et pour cause, mais les jeunes lettrés ont envie d'être en guerre contre cette société-là. Et certains d'entre eux, moi je suis assez étonné, je les vois par exemple, on me demande souvent du Joseph de Maistre. Et ces lecteurs-là ont 20, 25 ans, tout au plus. Et il y a, il y a une sorte de résistance qui s'organise, qui échappe aux censeurs et aux néo-censeurs de jeunes esprits réfractaires, refusant cette molle modernité, ne s'affichant pas nécessairement non plus, ne prenant pas de front les dictats actuels, mais et contournant, les déjouant avec, avec, avec pas mal d'intelligence et de finesse, je dirais. Je suis témoin de cela. Alors forcément, oui, les lecteurs, les lectrices de Joseph de Maistre ne sont pas nombreux, mais ça demeure étonnant de voir de jeunes personnes se coltiner avec Saint-Augustin, se prendre à bras-le-corps Platon, et l'air de rien, ne pas entrer en confrontation ouverte avec les woke, par exemple, mais entrer dans une sorte de clandestinité assez jouissive, je dirais. Et ben moi, mon boulot, c'est de leur fournir ce type de livre-là. Dans ma librairie, c'est fait une assez belle réputation, je pense, pour les réfractaires. Comme étant une place. Bon, moi, je me qualifierais de néolibéral, vaguement conservateur, mais de voir ces jeunes esprits-là ne pas succomber à l'esprit moutonnier qui fait rage actuellement, est pour moi plutôt très, 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 très encourageant. Et sans doute, nous sommes beaucoup plus nombreux que nous le pensons, et c'est assez plaisant à observer, je vous dirais. En tout cas, c'est ce que j'observe sur le terrain, en tout cas. Le terrain de ma librairie, du moins. C'est ce que j'observe. Et je vois bien qu'il y a une recherche, sans doute les plus vieux, hein, ont cessé peut-être de guerroyer. Parce que c'est ça aussi un écrivain. Hein? C'est aussi ça un penseur. C'est pas un fabricant de mots publicitaires. C'est quelqu'un qui décrit le monde, qui entre en collision avec le monde, qui entre en conflit aussi.
c'est le négateur d'une certaine manière. Et les jeunes esprits ont besoin de ce corps à corps avec le monde. Mais les conformismes de tout acabit étant très nombreux, ils sont pas fous, ils vont pas tomber dans tous les pièges et dans tous les guet-apens, et ils vont se faufiler comme ça. Ils vont se faufiler comme ça, et ils vont faire des provisions de livres, et ils vont les lire. Donc, pour moi, je suis d'un optimisme modéré, mais pas pour ce qui est... je ne suis pas pessimiste pour ce qui est de la transmission d'un certain esprit de sédition, qui ne se présentera pas de manière frontale, mais qui va se vivre dans les alcôves, dans le secret de bibliothèques amoureusement assemblées. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Je vais probablement, peut-être demain ou dans les prochains jours, je vais revenir sur Roue libre, hein, puisque c'est la promesse que je vous fais depuis déjà des jours. Ce livre-là m'a beaucoup, beaucoup plu, évidemment. Mais je suis assez étonné de voir que finalement, j'ai lu l'œuvre complète de Cécile Guilbert depuis 10 ans. Donc, je la lis, je la pratique. C'est plaisant, au fond. Hein? Ça fait partie des auteurs que je lis, dont, dès que les livres paraissent, séance tenante, sont une petite dizaine comme ça, une petite douzaine comme ça. Et je me faisais l'autre réflexion aussi. Je vous parlerai de ça une autre fois. On reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain. À demain. En tout cas, je suis avec vous jusqu'au 8 février. Aujourd'hui, on a compris, en tout cas à Maucouvert, que nous ne serions pas. C'est toujours à Maucouvert, hein? Les Québécois qui sont d'ascendance normande, dans un fort pourcentage, usent de cette langue, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ou c'est ça qui est ça. Hein? Y a-t-il quelque chose de plus normand que c'est ça qui est ça? Hein? C'est ça qui est ça. Le grand ça. Ouais, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Et on a compris ça. On a compris ça. Moi, je pense que... Je vais y aller avec... je pense qu'on... Moi, je m'attends à être confiné, je vous le dis franchement, jusqu'en avril. Ouais, jusqu'en avril. Voilà. Telle est ma sombre prédiction. Mais si je suis confiné jusqu'en avril, eh ben là, j'aurai le temps de mettre de l'ordre. En tout cas, j'espère avoir le temps de mettre de l'ordre dans mon inventaire. Je connais quelqu'un qui est presque aussi fou que moi. Je le dis parce que lui, il dit que je suis plus fou que lui, donc je vais aller dans le sens de ses paroles. Il me racontait il y a quelques mois, qu'il avait mis 2 ans à classer sa propre bibliothèque. Moi, je sais que je ne la classerai jamais. Je ne parviendrai jamais à la classer. Là, c'est la tentative dans laquelle la montagne que je tente d'escalader, c'est le classement, c'est de la mise en ordre de l'inventaire de la librairie. Et ça, si j'ai réussi en 3 mois, je vais plutôt être satisfait de moi. Mais je l'interrogeais, cet ami, toujours il y a quelques mois, lui demandant, parce que c'est un fou de livre, hein, je veux dire, c'est vraiment... et puis je sais reconnaître un fou de livre quand j'en ai un en face de moi. Eh bien, je lui demandais, mais qu'est-ce qui nous pousse comme ça? Qu'est-ce qui nous pousse? Je suis supposé, on a convenu, lui et moi, pas dans les prochaines semaines, mais que j'irais l'interviewer dans sa bibliothèque. Qu'on filmerait sa bibliothèque. Parce que c'est une bibliothèque classée, là, c'est pas rien. Et qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui nous pousse à accumuler autant de livres, à les lire? Qu'est-ce qui nous pousse?
On connaît quelques-uns comme ça, c'est... Quelques-unes, c'est... Mais qu'est-ce qui nous pousse tant? Ben voilà, en tout cas. Je ne répondrai pas à cette question-là ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et bonne soirée à tous. Et à demain pour de nouvelles aventures livresques, youtubesques.